Le 6 janvier 1945, cet objet biologique ne pèse que 31 kg. 31 kg. C'est le poids d'un enfant de 10 ans. Pour Edith Frank, 44 ans, c'est le seuil du néant. Le corps n'est plus qu'un inventaire de défaillance. Une main squelettique repose sur une paillasse infecte. La peau, parcheminée, se rompt sous l'effet des plaies. Le mécanisme vital s'enraye. L'air du bloc de Birkenau sature. Une odeur douceâtre de dysenterie se mélange au piquant de la chaux vive. Combien de temps faut-il à un tel organisme pour s'éteindre? 3 semaines avant l'arrivée des troupes soviétiques, le système lâche. L'analyse clinique est sans appel. La privation calorique extrême a déclenché l'autophagie. Le muscle cardiaque s'atrophie. Les reins cessent de filtrer. La déshydratation fige les tissus. Edith Frank n'est plus une mère, ni une épouse, ni une femme. Elle est une statistique médicale de la solution finale. Dans quelques heures, ses yeux se fermeront. Aucun rythme ne suivra. Le personnel du camp saisira ce corps de 70 livres par les membres. Il rejoindra la pile de cadavres. Le corps fut jeté dans la fosse commune. 44 ans plus tôt, ce squelette de 31 kg était l'héritière d'un empire industriel. 16 janvier 1900, Aix-la-Chapelle. Edith Hollaender naît au carrefour des frontières, dans une famille où le capital se mesure en métal et en influence. Son père, Abraham Hollaender, dirige une entreprise d'équipements industriels de premier plan. Comment s'est bâti ce patrimoine? Le succès des Hollaender repose sur la transformation mécanique. Aix-la-Chapelle est alors le poumon de l'industrie lourde allemande. L'acier qu'ils produisent et les machines qu'ils vendent alimentent la croissance impériale. Plus tard, ce même métal servira à forger les blindages des chars de la Wehrmacht. Le capital social s'accumule. Edith grandit dans une villa luxueuse, entourée de domestiques et de professeurs privés. Elle reçoit une éducation académique stricte, typique de la haute bourgeoisie juive assimilée. La fortune familiale garantit une sécurité qui semble alors absolue. Les Hollander font partie de l'élite économique et religieuse de la ville. Les capitaux du père n'ont pas protégé la famille de la biologie. En 1914, le système de sécurité des Hollander subit sa première rupture systémique. Bettina Hollaender meurt brusquement. Elle a 16 ans. Edith n'en a que 14. Un ruban de soie noire barre les vêtements coûteux de l'adolescente. La cause du décès reste incertaine. Probablement une crise d'appendicite mal gérée. La médecine de l'époque échoue là où l'argent abonde. Pour Edith, c'est une collision brutale avec la finitude. Les ressources industrielles d'Aix-la-Chapelle ne réparent pas les corps. Le traumatisme s'ancre, mais la structure sociale survit. Edith termine ses études et intègre l'entreprise familiale. Elle maîtrise la gestion et l'allemand académique. En 1924, elle rencontre Otto Frank. Il a 35 ans, elle en a 24. Otto représente la Banque de Francfort, le capital intellectuel et la stabilité. Le mariage devient une fusion nécessaire pour stabiliser les deux lignées. Le 8 mai 1925, Edith Hollaender épouse Otto Frank. L'union d'Edith Hollander et d'Otto Frank n'est pas une idylle. C'est un contrat de stabilité. La Banque Frank rencontre l'industrie Hollander. Le 8 mai 1925, l'acte est signé à Francfort. Ce n'est pas un mariage, c'est une fusion d'actifs. La structure familiale se déploie selon le calendrier prévu. Margot naît le 16 février 1926. Anne suit le 12 juin 1929. Les archives montrent une façade parfaite. Dîner mondain, partie de tennis entre amis, vacances au bord de la mer. Le capital financier garantit le confort. Mais le bilan émotionnel reste nul. Otto Frank est dévoué, mais il aime une autre femme qu'il n'a pu épouser par manque de moyens. Edith est le choix de la raison, une épouse issue d'une famille prospère. La passion est absente des comptes. Le regard d'Anne Frank, des années plus tard, sera clinique. Elle notera l'amertume d'une mère aimante face à un père simplement correct. Cette absence de réciprocité crée une tension systémique dans l'appartement de Francfort. Sur les photographies, Edith sourit. Elle porte des perles et des robes élégantes. Mais ses yeux ne reflètent aucune chaleur. Le contrat est rempli, mais le foyer reste froid. Des chemises brunes patrouillent dans Francfort. Leurs brassards à croix gammée marquent le territoire. Sous les fenêtres des Hollander, le rythme est imposant. C'est le bruit des bottes de la SA sur les pavés. Les chants nazis couvrent les conversations privées. Quand le sang juif giclera sous le couteau, les paroles entrent dans la cuisine. Edith et Otto écoutent. La menace n'est plus une rumeur, c'est une onde de choc sonore.
Où fuir quand l'État transforme votre identité en crime? À Amsterdam. Mais le capital ne se déplace pas instantanément. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier. Le mécanisme d'exclusion s'accélère. En quelques mois, les lois discriminatoires paralysent la vie civile. Les entreprises juives subissent le boycott. Les fonctionnaires perdent leur poste. Les enfants sont harcelés dans les cours de récréation. Otto Frank anticipe l'effondrement. En 1933, il part seul pour les Pays-Bas. Il y fonde une succursale d'Opekta, spécialisée dans la distribution de pectines et d'épices. Il prépare le terrain. En février 1934, Edith arrive à son tour avec Margot et Anne. Ils s'installent dans un appartement du quartier de Merwedeplein. À l'extérieur, la vie reprend une apparence normale. À l'intérieur, le déracinement est total. Edith a tout laissé, sa langue, ses amis, son statut social. Bernard Elias, le cousin d'Anne, confirmera plus tard ce constat d'échec. Edith Frank n'a jamais réussi à s'adapter aux Pays-Bas. À Amsterdam, l'exil n'est pas une libération, mais une transition vers l'isolement. Edith Frank perd ses racines allemandes sans jamais s'ancrer dans le sol néerlandais. La barrière de la langue est totale. Elle s'entoure exclusivement de réfugiés juifs allemands. Son monde se réduit. Elle pratique un judaïsme libéral. Cette absence de cadre rigide fragilise sa position. Sans dogme strict, elle perd son levier d'autorité naturelle. Bernard Elias décrira plus tard une femme déracinée. Edith traite ses filles en égales. Pour Margot, l'enfant studieuse et docile, le modèle fonctionne. Pour Anne, c'est une brèche. Anne possède une volonté d'acier. Dès l'enfance, elle rejette les compromis. Elle parle, elle conteste, elle s'oppose. Edith observe cette autonomie avec impuissance. Sa méthode moderne se retourne contre elle. La discipline s'efface devant le tempérament. La cellule familiale se fracture de l'intérieur. Anne affiche une préférence brutale pour son père. Edith encaisse le rejet en silence. Le conflit devient quotidien. Chaque interaction renforce la distance émotionnelle entre la mère et la fille. Le fossé se creuse. En 1940, les drames familiaux s'effacent. La mécanique de sélection prend le relais. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht franchit la frontière. L'armée néerlandaise résiste 120 heures. 5 jours. C'est le temps qu'il faut pour que le piège se referme sur Amsterdam. Edith Frank observe l'effondrement depuis son appartement. La ville change de visage. Une machine à écrire noir crépite dans les bureaux de l'administration d'occupation. Elle produit des listes. L'espace vital des Franks se réduit par décret bureaucratique. En janvier 1942, Rosa Hollander-Stern meurt après une longue maladie. Pour Edith, c'est une rupture de plus dans sa base de ressources. D'abord sa sœur Bettina, disparue à 14 ans. Maintenant sa mère. Les deuils s'accumulent alors que les lois raciales saturent le quotidien. Le filet se resserre. Otto Frank doit démissionner pour éviter la confiscation de ses actifs. Les enfants juifs sont expulsés des écoles publiques. Un nouveau marquage apparaît. Edith coud une étoile jaune sur son manteau. Le tissu est rêche, le jaune est criard. Les tentatives d'évasion vers les États-Unis échouent contre un mur administratif. Julius et Walter, les frères d'Edith, multiplient les démarches depuis l'Amérique. Rien ne passe. Les quotas sont bloqués, les visas sont refusés. Le document officiel porte un tampon sec, l'encre est définitive. Le 5 juillet 1942, le facteur frappe à la porte, il tente un papier. C'est une convocation pour un travail obligatoire en Allemagne. Le nom sur l'ordre de déportation est celui de Margot. Le camp de transit de Westerbork ne les accueille pas par des cellules, mais par un hall industriel. Pour Edith, Anne et Margot, la survie devient une question de chimie. En tant que détenues punies, elles intègrent les baraquements de représailles. L'air sature. Une odeur métallique, lourde, celle du plomb oxydé, emplit l'espace de travail. Un garde déverse des caisses de batterie usagées sur les tables. Edith saisit un outil, force le boîtier. Elle doit extraire les composants pour le recyclage. Le graphite marque sa peau. Une pâte noire et visqueuse recouvre ses mains. Rapidement, l'électrolyte attaque l'épiderme. Ces substances toxiques provoquent des brûlures chimiques au 2e degré en moins de 48 heures. Les mains d'Edith ne sont plus qu'un mélange de poussière noire et de sang. Comment tenir sous une telle érosion physique? La réponse n'est plus dans la résistance, mais dans l'effacement. Rosa de Winter observe Edith dans ce chaos. Elle décrit une femme murée dans un silence total. Edith semble anesthésiée par la répétition du geste technique. Pourtant, dans cette atmosphère corrosive, la structure familiale se ressoude.
Les rapports de force du passé s'effondrent. Otto Frank le confirmera plus tard à son cousin. La tension a disparu. Face à la toxicité du plomb, les disputes de l'annexe ne signifient plus rien. Anne et sa mère ne forment plus qu'un seul bloc de survie. Edith se vide de ses mots, de sa force, de son identité sociale. Le travail forcé achève sa mutation. Elle n'est plus une mère de famille, mais un rouage s'usant contre l'acide. Elle ne parlait presque plus. Avant la poussière de plomb de Westerbork, leur prison était une autre isolation, choisie dans l'urgence. 6 juillet 1942, Margot reçoit une convocation pour un camp de travail. La déportation est immédiate, la mort est probable. Otto et Edith Frank tranchent en quelques heures. Le lendemain, la famille s'enferme dans l'annexe. 8 personnes se partagent 50 mètres carrés de surface habitable, une densité supérieure aux normes carcérales de l'époque. Le calcul est simple, 6 mètres carrés par individu. Pour Edith, le foyer devient un conteneur hermétique. L'attente du salut se transforme en une hypodynamie forcée de 2 ans. On espérait la liberté rapide. On subit la promiscuité totale. Pas d'intimité. Les Van Pels, Fritz Pfeffer et les Frank cohabitent dans un silence imposé. Les tensions éclatent pour un détail, une remarque, un bruit. La psychose de l'enfermement ronge les rapports humains. Le confinement durera exactement 2 ans et 1 mois. L'isolement modifie la structure des rapports humains. Dans le périmètre restreint de l'annexe, la pression psychologique s'accumule plus vite que dans un baraquement ouvert. 8 personnes partagent 50 mètres carrés. Le silence est une règle de survie. Chaque dispute doit rester un murmure pour ne pas alerter les voisins ou les ouvriers du rez-de-chaussée. La promiscuité devient un agent corrosif. Combien de temps faut-il pour que les liens sociaux se dégradent en isolation? Anne Frank a documenté ce graphique avec une précision chirurgicale. Le 7 novembre 1942, la rupture devient textuelle. Anne écrit son mépris. Elle décrit Edith comme une femme sans empathie, sarcastique et dure. L'adolescente rejette le lien biologique. Elle conclut par une sentence définitive. Elle n'est pas une mère pour moi. L'érosion atteint le noyau familial. Anne avoue à Otto qu'elle l'aime plus que sa mère. Otto Frank tente une médiation technique. Il parle d'une phase de croissance. Edith, elle, perçoit la réalité du rejet. Miep Gies observe les séquelles physiques de ce conflit. Elle note l'accablement d'Edith face à l'hostilité de sa fille. Il n'existe aucune trace de la version de la mère. Pas de journal, pas de lettres. Seul le récit unilatéral d'Anne subsiste comme preuve à charge. Edith Frank encaisse les mots de sa fille sans laisser de réponse écrite. Le siège psychologique se termine par une rupture brutale du périmètre physique. Edith Frank n'a laissé aucune trace écrite, aucun journal, aucun plaidoyer. Seule la chronique d'Anne subsiste, dévastatrice et partiale. L'analyse des conditions de détention révèle une pression mécanique insoutenable. 8 personnes cohabitent dans 50 mètres carrés. Edith subit l'érosion d'un mariage sans passion et l'hostilité ouverte de sa propre fille. Comment maintenir une structure familiale quand l'espace vital est réduit à néant? La peur de la dénonciation agit comme un poison lent. En janvier 1944, Anne tente une approche empathique dans ses écrits. Mais la réconciliation reste théorique. Le temps biologique de leur relation est compté. Cet arrêt brutal annulera 2 ans d'efforts en 15 minutes. 4 août 1944, 10h30 du matin. La sécurité de l'annexe s'effondre. La police allemande et la police auxiliaire néerlandaise pénètrent dans le bâtiment du Prinsengracht 263. L'opération est chirurgicale. Une dénonciation anonyme a guidé les officiers directement vers la bibliothèque pivotante. Le mécanisme de dissimulation ne résiste pas à l'inspection physique. Le raid dure moins de 2 heures. Les agents du SD procèdent à l'inventaire immédiat des corps et des biens. Ils saisissent les bijoux et l'argent liquide. Les 8 clandestins et 2 protecteurs perdent leur statut de civil en un instant. La colonne de prisonniers quitte le bâtiment sous escorte. Les camions du SD démarrent vers le quartier général de la Gestapo. 3 vies, 3 numéros consécutifs, une seule machine bureaucratique. Après Westerbork, le système abandonne l'exploitation du travail pour l'inventaire total du matériel biologique. Le processus de sélection à l'arrivée trie les corps selon leur utilité immédiate. Les vieillards, les malades et les enfants de moins de 14 ans partent à gauche, vers les chambres à gaz.
Otto Frank est séparé des siens. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il ne reverra jamais son épouse ni ses filles. Edith, Anne et Margot franchissent la sélection initiale. La conversion industrielle commence. On rase les chevelures, on remplace les noms par de l'encre sous la peau. La série A entre en vigueur en mai 1944 à cause de la saturation des registres précédents. Anne reçoit le matricule à 25 063. Sa mère devient à 25 062. Sa sœur à 25 064. L'identité s'efface sous l'uniforme rayé. Les êtres humains deviennent des unités comptables. Les autorités affectent Edith et ses filles au baraquement 29 du secteur B2B de Birkenau. Les numéros d'inventaire A 25 063 et A 25 064 restent unis jusqu'à l'intervention de la biologie. À Birkenau, la hiérarchie s'efface devant l'instinct. Edith Frank, Anne et Margot forment un bloc compact dans le baraquement 29. Les tensions domestiques de l'annexe s'évaporent. Les témoins, comme Blume et Vers Emden, décrivent une symbiose totale. Les trois femmes partagent chaque gramme de pain. Elles dorment collées les unes aux autres pour conserver la chaleur. La survie dépend de cette cohésion. Mais un parasite microscopique brise la structure familiale. Sarcopte scabier, le sarcopte de la gale. L'acarien creuse des galeries sous la peau. Les femelles y pondent leurs œufs. L'infection se manifeste par des démangeaisons insupportables. Dans la promiscuité de Birkenau, le contact physique devient une menace. Les lésions s'ouvrent sous les ongles. La saleté des baraquements transforme chaque plaie en foyer infectieux. Est-ce que l'isolement était évitable? En théorie, oui. En pratique, le système concentrationnaire utilise la pathologie comme outil de triage. Le Kratzeblock, le bloc de la gale, sert de zone de quarantaine. Anne et Margot sont officiellement diagnostiquées. Leur corps se couvre de croûtes purulentes. Elles portent des bandages gris, souillés par le liquide des plaies. La gale n'est pas mortelle en soi, mais dans ce secteur, les infections secondaires mènent au sepsis dans 40% des cas. Le règlement est strict, les malades sont séparés des bien portants. La solidarité biologique des Franks se heurte aux barbelés intérieurs du camp. Rosa de Winter-Levy assiste à la rupture. Edith regarde ses filles franchir le seuil du Kratzeblock. Elle ne peut pas les suivre. La séparation physique est brutale, définitive et actée par un diagnostic médical. L'isolement dans le bloc des galeux devait rompre tout contact physique. Mais une solution technique apparaît dans la paroi du baraquement. Edith Frank refuse la segmentation imposée par le camp. La mécanique du transfert calorique remplace les adieux. Edith s'associe à deux détenus, dont Leni de Jong van Naarden. Elles attaquent la structure du bâtiment. Pas d'outils. Leurs ongles grattent le plâtre sec et le bois dégradé jusqu'au sang. Le bruit des doigts sur la paroi devient la seule mesure du temps. Elles percent un orifice de quelques centimètres à travers la cloison. Une ration de survie à Auschwitz-Birkenau oscille autour de 800 calories. Les travaux de terrassement en exigent le triple. Edith choisit pourtant le déficit total. Chaque jour, une main sale glisse un morceau de pain noir et une gamelle de soupe claire à travers le trou. La main d'Edith. Elle transfère l'énergie vitale à Anne et Margot. Elle ne garde presque rien pour son propre métabolisme. Le corps humain puise alors dans ses dernières réserves de graisse, puis de muscles. Le mécanisme biologique de l'inanition s'enclenche par décision administrative personnelle. C'est un processus d'épuisement volontaire. Edith Frank ne meurt pas d'une pathologie foudroyante, mais d'une dénutrition programmée. Elle cède son inventaire biologique pour prolonger celui de ses filles. Le transfert de ressources s'achève par l'effondrement du donneur. 8000 femmes en une seule vacation. Le 30 octobre 1944, la machine bureaucratique d'Auschwitz-Birkenau lance une procédure d'épuration massive. L'initiative privée d'Edith Frank pour la survie de ses filles se heurte alors à un ordre administratif définitif. La sélection répond à une logistique de transfert. Le camp de Bergen-Belsen, situé à 700 km au nord de l'Allemagne, doit recevoir de la main-d'œuvre. La distance crée un goulet d'étranglement sanitaire et technique. Sous les projecteurs aveuglants, les médecins de la SS trient les corps nus. Rosa de Winter observe la scène. Les femmes attendent dans le froid pendant des heures. L'examen est rapide. Un geste, une direction. Anne et Margot Frank passent sous la lumière.
Elles se tiennent droites. Leurs noms sont inscrits sur la liste du convoi. Le tri sépare les unités productives des éléments résiduels. Edith Frank reste sur place. Sa capacité physique est jugée insuffisante pour le transfert. Selon les mémoires de Rosa de Winter, les cris d'Edith déchirent le silence du bloc lors du départ. Le 1er novembre 1944, les autorités verrouillent les wagons. Le transport quitte la rampe. Anne et Margot montent dans le convoi. Elles subissent les mêmes paramètres logistiques que la famille 2 mois plus tôt. Le 3 septembre 1944, la déportation entre dans sa phase finale. C'est le dernier transport de Westerbork vers Auschwitz. 1011 personnes disparaissent dans les wagons. Un wagon à bestiaux standard mesure 27 mètres carrés. Les officiers y entassent 70 personnes. La densité atteint 4 individus par mètre carré. À l'intérieur, l'obscurité est totale. L'air manque. L'unique équipement sanitaire consiste en un seul tonneau pour les besoins de 70 corps. Officiellement, il s'agit d'un transfert de main-d'œuvre. Réellement, c'est une fosse commune mobile saturée de déchets biologiques. Le voyage dure 3 jours. La soif devient un outil de dégradation physique. Dans le coin du wagon, Edith Frank porte un vêtement de prisonnière avec un haut rouge. Soudain, elle saisit le tissu. Elle tire. Les coutures lâchent. Elle déchire sa propre veste, froisse les lambeaux entre ses doigts, puis les jette. Elle ne donne aucune explication. Le geste reste technique, froid, définitif. Le 5 septembre, peu après minuit, le convoi s'arrête sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau. Les portes coulissent. La lumière des projecteurs aveugle les déportés. Les chiens hurlent. Les gardes SS hurlent. La sélection commence sous les ordres des médecins de la garnison. Edith Frank déchire ses vêtements de ses propres mains. Après le départ du convoi, le destin d'Edith Frank bascule dans une gestion purement administrative. Le système concentrationnaire reclasse les effectifs restants. Plus de 1000 femmes attendent, enfermées, la fin des manœuvres ferroviaires. Anne a 15 ans, Margot en a 18. Les 2 filles disparaissent dans la structure logistique du Reich. Edith ignore leur destination exacte. Elle ignore si le contact visuel sera rétabli un jour. Rosa de Winter observe cette rupture. Sa propre fille a déjà intégré un autre camp de travail. Le taux de survie dans ces blocs de transit est inférieur à 5%. 2 mères partagent un espace restreint. Rosa décrira plus tard ce soutien mutuel comme une nécessité biologique face à l'imminence de la perte. À Auschwitz, la séparation physique précède la suppression technique. Le groupe est démantelé. Edith intègre le secteur A-Lager de Birkenau. Administrativement, cette zone remplit une fonction de stockage intermédiaire. Elle abrite les baraquements de l'infirmerie, le Krüngener Lager. C'est un entrepôt pour les unités non productives. Un sas avant l'élimination. Les sélections s'enchaînent sous le contrôle des autorités sanitaires. Edith échoue systématiquement à chaque examen de passage. Son matricule figure désormais sur les listes du secteur des condamnés. En novembre 1944, le transfert de ses filles vers Bergen-Belsen brise le dernier levier psychologique d'Edith. En l'absence de stimuli externes, son organisme lance un processus d'autodestruction. Ce n'est pas un deuil, c'est un effondrement métabolique. Le corps humain possède une hiérarchie de survie. Sans apport calorique, il active l'autocannibalisme. Le foie puise les derniers stocks de glucose. Les graisses fondent en quelques jours. Puis vient le tour des muscles. Les protéines sont décomposées pour alimenter le cerveau. La silhouette d'Edith change de nature. La peau se plaque contre les os. Les orbites se creusent. L'anatomie devient une carte aride de tendons et de ligaments. Pourquoi accumuler des ressources si personne ne peut les recevoir ? La psyché ignore la réalité. Edith ne mange plus. Elle stocke. Sous son matelas, elle glisse des croûtes de pain noir, des morceaux de rutabaga séchés. Elle les cache avec une précision maniaque. Rosa de Winter observe ce manège. Les débris s'accumulent, durcissent, moisissent. Edith garde ses calories pour Anne et Margot. Mais ses filles sont à des centaines de kilomètres. Le stock ne servira jamais. Le système immunitaire finit par capituler. La dysenterie s'installe. Les parois intestinales s'enflamment, provoquant une déshydratation massive. Le sang s'épaissit. Le cœur peine à pomper un liquide trop lourd. Chaque mouvement devient un effort thermique insupportable. Les organes internes ralentissent, un à un, pour économiser une énergie qui n'existe plus. Le corps brûle ses dernières fibres. La fièvre monte brusquement. Le terminus de ce parcours se trouve au bâtiment des contagieux.
Janvier 1945. Le camp d'Auschwitz-Birkenau fonctionne comme une machine enrayée. Edith Frank ne lutte plus. Son métabolisme s'effondre sous l'effet d'une dysenterie foudroyante, le bloc d'Urschfall. C'est ainsi que l'administration nomme la caserne des condamnés. Les sols sont souillés, l'air sature d'une odeur de chlore et de décomposition organique. Dans ce hangar, les soins n'existent pas. On y trie les corps avant l'arrêt cardiaque. Rosa de Winter, elle aussi internée dans cette section, lève les yeux un matin de janvier. Une nouvelle patiente entre. Rosa croit voir une apparition. Ce n'est plus une femme, c'est un spectre sans regard, issu d'une autre aile de l'infirmerie. La mécanique biologique atteint son point de rupture. Le cœur ralentit. Les organes cessent de traiter le moindre nutriment. Le 6 janvier 1945, Edith Frank meurt d'épuisement total.